Monde et bon, Kippour qui s'approche, Kippour un petit peu spécial, mais enfin bon. Alors justement, j'ai choisi de parler d'un problème d'actualité, un truc qui vous concerne tous et qui en fait est au cœur de nos préoccupations, surtout en ce moment, c'est le grave problème des pieds de vache. Je sais que c'est un truc qui vous empêche de dormir puisque c'est la question en fait qu'on se pose, surtout avec le corona, est-ce qu'on a le droit ou pas de manger des pieds de vache? Donc c'est de ça qu'on va parler. Mais autour, évidemment, de l'histoire des pieds de vache, on va raconter une histoire qui est une histoire talmudique. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait d'abord un problème? Quelques petites introductions avant de comprendre l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème pour la cache-route des pieds de vache? Parce que, enfin, si ce n'était pas en Zoom, je vous aurais posé la question, vous m'aurez donné une réponse. Mais comme c'est un Zoom, il vaut mieux éteindre les sons, les micros, parce que sinon on entend tous les bruits de fond, comme vous le savez. Donc c'est moi qui fais les questions et en même temps les réponses. Donc je pose des questions, mais c'est rhétorique, si vous voulez. Je pose la question, puis après je donne la réponse. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce qu'il y aura un problème de cache-route avec les pieds de vache? Et la réponse est bien sûr, c'est parce que le pied de vache, c'est peut-être de la viande, mais à l'intérieur duquel il y a du lait. Et donc il y a un problème de lait et de viande, comme tout le monde peut le comprendre. Et donc, il y avait un problème à l'époque, est-ce que oui ou non on a le droit d'en manger? Alors, à l'époque de laquelle je vous parle, deuxième introduction historique pour pouvoir comprendre l'histoire qu'on va voir tout de suite. Donc, à l'époque de laquelle je vous parle, il y avait en Babylonie, puisque c'est là-bas que le peuple juif était exilé, donc en Babylonie, il y avait deux grands centres talmudiques. Deux grands centres talmudiques. Un dans la ville sainte de Pumbedita et l'autre dans la ville de Soura. Chacune de ces deux villes, c'était des villes évidemment où il y avait des païens en majorité, mais il y avait des grandes communautés juives. Alors, il y avait un beddin, il y avait une yeshiva, il y avait des écoles, etc. Et à Pumbedita, le bonhomme qui était le maître des lieux, le Mara de Atra, s'appelait Rav Yehuda. Et à Soura, son collègue, si vous voulez, qui était le président du tribunal rabbinique de Soura, qui était également le Rosh Yeshiva, c'était Rav Chizda. Donc deux énormes Talmidei Chachamim de l'époque de la Gemara, donc ce qu'on appelle des Amoraïm, l'un à Soura et l'un à Pumbedita. Et comme très souvent, lorsqu'il y a deux grands centres juifs, il y a beaucoup de discussions entre les deux. Il y avait évidemment des discussions ilchatiques, des discussions de pensée juive, etc. Et une des discussions, c'est à propos des pieds de vache. Figurez-vous qu'à Soura, on avait décidé de ne pas en manger. C'était à Sour, il y avait trop de lait dans le pied, donc impossible de manger les pieds de vache. Je ne mangeais pas, puis c'est tout. À Pumbedita, par contre, on mangeait les pieds de vache. On mangeait les pieds de vache. Ah, il commence à se payer du lait. Ouais, mais il y a pas c'est pas qu'il y a du lait, c'est que le lait est à l'intérieur du pis. Alors ça va. La seule chose, c'est que on le grillait pour le manger. On le grillait et non pas on le faisait cuire. Parce que quand vous faites cuire quelque chose, évidemment, ce qui est à l'intérieur, ça sort, et puis à ce moment-là, c'est vraiment du lait. Mais tant qu'il est à l'intérieur, c'est considéré comme de la viande, même s'il y a du lait dedans. C'est comme pour le foie, par exemple. Okay, le foie, c'est le même problème. A priori, c'est un morceau de viande. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'à l'intérieur du foie, il y a, comme vous le savez, du sang. Et le sang, c'est interdit. Ah oui, mais le sang, il est à l'intérieur du foie, on ne le voit pas. Bon, alors on ne le voit pas, ce qui fait qu'on a le droit de le manger, mais comme vous le savez, le foie, on le mange comment? On le mange uniquement grillé, le kaved. La même chose. Alors Pumbedita, il disait, OK, on peut manger le pied de vache à condition de le griller. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir pour comprendre l'histoire qui est arrivée la veille de Kippour avec un bonhomme qui s'appelle Rami. Et donc, nous allons lire ensemble les aventures de Rami Assoura, les aventures de Rami Assoura qui se trouvent donc dans la Masechet Choulin. C'est une histoire qui est racontée dans le Talmud. Alors, ceux qui parlent, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il faut couper le micro, parce que sinon, on entend tous les bruits de fond là, des enfants et tout ça. Alors, donc, c'est dans la Masechet Choulin. Et c'est normal parce que Choulin, c'est la Masechet qui parle, c'est le traité de talmudique qui parle des problèmes de cacheroute, donc c'est un peu normal que ça soit là-dedans. Et pour ceux qui s'intéressent, la référence exacte, c'est la page 110. Ça commence à la page 110A et puis ça continue à la page 110B. Et voilà donc ce que nous raconte le texte que vous avez devant les yeux et qu'on va suivre ensemble. Besura lo achle krale. Bepumbedita achle krale. À Soura, on ne mangeait pas de kral, et à Pumbedita, on mangeait du kral. Alors le kral, vous l'aurez compris, le kral, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque les pieds de vache, en araméen. Aujourd'hui, en hébreu, vous savez comment est-ce qu'on dit en hébreu? On dit atinim. Si vous regardez le texte, vous voyez, j'ai mis en titre Siporo shel Rami Besura Aish Achal Atinim. Atinim, c'est comme ça qu'on appelle les pieds de vache.
C'est important à savoir, hein, parce que des fois, on a besoin de le placer dans la conversation. Tu rencontres un, je sais pas, tu fais un kibbutz. Bon, bah, Atinim, c'est les pieds de vache, ok? Donc, en hébreu ou en araméen de la Gemara, ça se dit kral. Donc, à Soura, on ne mangeait pas de kral, et à Pompédita, on en mangeait. Rami bar Tamari, on va peut-être demander à notre ami Jacob de suivre avec la petite souris, là, comme ça, voilà, très bien, Rami bar Tamari, Rami, fils de Tamari, du coup, comment il s'appelait son père? Ben, Tamari, très bien. Et Rami bar Dikouli, il y en a qui disent qu'en fait, il s'appelait Rami, mais fils de Dikouli. Donc, on ne sait plus trop si son père, ben, c'est comme ça fait longtemps que l'histoire s'est produite, donc on ne sait plus trop si le père de Rami s'appelait Tamari ou Dikouli. On s'en fout un peu, tu me diras. L'essentiel, c'est qu'il s'appelle Rami, d'accord, mais quand même, la Gemara est très précise, voilà, donc on veut être précis, donc on ne sait pas trop. Alors, on peut comprendre pourquoi il y a eu une confusion, parce que Tamaris, ça veut dire Tamar, c'est la date, et Dikouli, ça vient de Dekel, et Dekel, c'est le palmier dattier. Donc, donc on peut comprendre qu'avec le temps, on ne sait plus trop si son père il s'appelait dattier ou s'il s'appelait palmier. En tout cas, ce Rami, il habitait Pompédita, figurez-vous. Donc, il habitait le pays, enfin la ville de Rav Yehuda, là où on avait l'habitude de manger du kral en le grillant avant. Et un jour, il voyage et il clale les Soura. Et il est arrivé jusqu'à Soura. Vous imaginez bien qu'à l'époque, le voyage de Pompédita jusqu'à Soura, ça prenait quelques jours et peut-être même plus, vous voyez. Donc, ce n'était pas évident. Et il voyage. Donc, je ne pense pas qu'il a fait exprès, mais il se trouve qu'il arrive à Soura juste la veille de Kippour, c'est-à-dire aujourd'hui, demain matin. Donc, il arrive à Soura la veille de Kippour. Bemaale Yoma de Kippouré, la veille de Yom Kippour. Et qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là? Il voit qu'il y avait un minhag duquel il n'était pas au courant. Il y avait un minhag à Soura, il y avait une habitude là-bas, c'est que non seulement ils ne mangeaient pas de kral toute l'année, mais la veille de Kippour, ils avaient l'habitude de jeter le kral qu'ils avaient à la maison, de jeter les pieds de vache et de les jeter à la décharge municipale. Mais ce qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'à l'époque, et d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, c'était encore comme ça. Je me rappelle mes beaux-parents me racontaient que c'est comme ça que ça se faisait également en Algérie, là où ils habitaient, dans le Mzab. Mes beaux-parents, ils sont de Gardaïa, pour ceux qui s'intéressent à la question. Et donc, il y avait là-bas le shochet qui venait régulièrement, une fois par semaine, je ne sais plus quoi. Et puis, il arrivait avec les fameuses bêtes, il faisait la shrita, il y a toute la communauté qui était autour, il faisait la shrita. Et puis, les familles demandaient soit une bête entière, soit la moitié d'une bête, etc. Donc, ils prenaient tout ça en fonction du nombre de gens qu'ils avaient à la maison. Et c'est évidemment les familles qui faisaient la cachérisation, etc., etc. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. On achète le truc tout fait, en général congelé au grand magasin. À l'époque, la cachérisation, la salaison, enfin tout ça, ça se faisait à la maison. Et donc, évidemment, il y avait des parties de la bête qui étaient impropres à la consommation, qu'on n'avait pas le droit de manger. Et à Soura, le kral qui était interdit à la consommation, il se trouvait quand même chez les familles. Alors, ils avaient un minag, c'est que la veille de Kippour, je suppose par respect pour le grand jour, ils ne voulaient pas qu'il y ait quelque chose de pas cachère à la maison. Vous voyez, c'est un joli minag, c'est un joli minag. Non seulement on ne mange pas de kral chez nous, mais en plus, on le jette à la décharge municipale pour pas qu'il y ait quelque chose de pas cachère à la maison, le grand jour sacré de Kippour. Et alors, évidemment, vous imaginez la scène, donc les gens mettaient leur pied de vache sur des brouettes, vous voyez, et puis ils allaient jusqu'à la décharge. Parce que, bon, vous avez compris également qu'à l'époque, il n'y avait pas le camion de ramassage de poubelles qui passait, qui prenait tout ça. Il fallait jeter les déchets à l'extérieur de la ville. Et donc, évidemment, c'est une grande aubaine pour M. Rami, qui, lui, en mange des pieds de vache. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tout d'un coup, il y a de la viande, certaines très fraîches, et puis en grande quantité en plus. Et il se dit, bah, ça tombe bien, demain c'est jeune. Demain c'est jeune, j'ai besoin de manger. Et donc, je vais me faire un petit à la hèche, comme on dit chez nous, je vais me faire un petit barbecue. Et donc, je vais suivre les brouettes. Donc, le type, il se met à suivre les brouettes. Il arrive donc à la décharge municipale où tout le monde a jeté son pied de vache. Et c'est là qu'il se fait un à la hèche. Mais alors, vous savez que la veille de Kippour, je le dis en passant, c'est une grande mitzvah de manger, de bien manger. Et nos sages disent même que c'est une mitzvah. Tout celui qui mange bien la veille de Kippour, donc demain, ok,
notamment à la Souda Mafseket, mais pas seulement. Tout celui qui mange bien la veille de Kippour est considéré comme s'il avait jeûné 2 fois. Une fois Kippour et une fois la veille de Kippour. Vous comprenez? Donc c'est important de bien manger. Donc lui, il se dit, voilà, je vais faire un super repas. Et tranquillement, il se met à faire son petit barbecue avec ses pieds de vache. Seulement voilà, là où ça se corse, c'est que dans cette sainte ville de Spa, il y avait ce qu'on appelle en ce moment ici en Israël une mishmeret hatzniut. C'est ce que ça veut dire, Mishmeret Hatzniut. Mishmeret Hatzniut, c'est un truc. Vous savez ce que c'est ou pas? Mishmeret Hatzniut, c'est des gens dont la fonction, c'est de voir que la loi est respectée dans la région qui est sur leur responsabilité. Alors, ça existe encore aujourd'hui dans certains quartiers à Jérusalem ou à Bnei Brak. C'est des gens très gentils qui tournent dans les quartiers en question. Et quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment par exemple, des jeunes filles qui ne sont pas vraiment habillées comme ils le devraient d'après la halakha, alors gentiment, ils leur donnent des bouts de tissu en plus, vous voyez, des petites robes, des trucs comme ça, en disant, voilà, vous ferez bien de vous habiller correctement, nous sommes dans le quartier religieux, voilà, etc., etc. Bon, il y a des grandes pancartes à l'entrée, mais des fois, les touristes, c'est pas trop au courant. Ils font ça très gentiment, contrairement à ce que la presse raconte, ils sont très méchants, ils font ça. Non, non, ils ne sont pas agressifs du tout, ils font ça gentiment. Et voilà, si vous avez 2 minutes, mettez donc ça. Voilà, donc, ce qu'on appelle Mishmeret Hatzniut, eh ben, une sorte de patrouille, de commando comme ça. Alors, à l'époque, il y avait dans la ville de Soura également cette Mishmeret. Alors, eux, ce n'était pas seulement pour attraper les gens qui étaient mal habillés, mais en général, tous ceux qui ne faisaient pas exactement ce que la halakha leur demande. Et voilà-t-il pas qu'ils trouvent dans cette décharge, en passant le temps, ils trouvent monsieur Rami, donc apparemment un bon juif, vous savez, il a une grande kippa sur la tête, hein, et en train de manger son crâle. Alors, ni une ni deux, ils disent comment ça, ils mangent du crâle, c'est interdit. Alors, ni une ni deux, ils prennent le Rami en question et ils l'amènent devant le Bet Din. Et le Bet Din, ce jour-là, a été présidé par ni plus ni moins que le grand Rav Frisda, maître des lieux. Alors, regardez dans le texte. Donc il arrive donc à Soura, c'était la veille de Kippour, il voit que tout le monde, Afkine Koulé Alma, tout le monde est en train de jeter son crâne à la décharge municipale, alors il décide d'y aller aussi, ok, Azal Ihu, il est allé lui-même, Naktinu, il en a pris, Achlinu, et il en mangeait. Aïtoua, les kamé des Rafrizda, et ils ont décidé de l'amener, de le faire comparaître devant Rafrizda. Et c'est là, à ce moment-là, que commence l'interrogatoire. Alors, suivez bien l'interrogatoire, imaginez la scène, donc nous sommes au tribunal, au Bet Din de Rafrizda, et Rafrizda lui-même interroge Rami, suspecté d'avoir mangé quelque chose de pas caché. Amar le, il lui a dit, Amai ta'avid achi. Si tu peux nous suivre, Yaakov, avec la petite souris. Amai ta'avid achi, il lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Amai, pourquoi? Ta'avid achi, pourquoi tu as mangé quelque chose de pas caché? Ah, évidemment, qu'est-ce qu'il va répondre, notre Rami? Évidemment, il va répondre, mais pour moi, c'est cachère. Et que je mange quelque chose de pas cachère. La veille de Kippour, en plus, je pense, mais c'est cachère, puisque moi, je viens de Pumpedita. Mais Atra de Rav Yehuda Ana, moi, je suis de l'endroit de Rav Yehuda, je suis de l'endroit de Pumpedita, des Achil, qui lui-même en mange. Là-bas, c'est permis de manger. Et d'ailleurs, si les gens de ta patrouille, ils n'avaient pas été si pressés et si expéditifs, bah, ils m'auraient laissé le temps de leur expliquer et on aurait pu éviter de faire perdre ton temps et le mien. Voilà, mais là, ils étaient tellement, je ne sais pas, énervés, ils m'ont pris, ils m'ont tout de suite amené devant toi. Bah, je suis le Pompédita, moi, j'ai le droit de manger du crâne, je ne sais pas ce que je fais là. Ah, Marley, alors, Rafrisa lui dit, mais tu sais, il faut que je t'apprenne quelque chose. Contrairement à ce que tu sembles croire, quand tu es dans un endroit, eh ben, tu dois faire les minagim de l'endroit. Et je ne comprends pas comment un type qui semble érudit comme toi, que tu n'as pas appris ça dans ta yeshiva. Amarley lui dit, Velet lach, est-ce que tu n'as jamais appris Notnim alav chumre hamakom shiatza misham vechumre hamakom shialach lesham. Est-ce qu'on ne t'a pas appris dans ta ville que quelqu'un qui voyage, qui va d'un endroit à un autre, il doit prendre sur lui, évidemment, les minagim, même les minagim les plus durs de la ville de laquelle il vient. C'est pas parce que tu voyages que tout d'un coup, tu as le droit de ne pas faire ce que tu as l'habitude de faire chez toi. Mais en plus, tu dois prendre sur toi
les chumrot, les minagim, même les minagim qui sont un petit peu rigoureux, que tu n'as pas l'habitude, les minagim de la ville dans laquelle tu te trouves. Maintenant, il y a une logique à ça. Quelle est la logique? Ben, la logique, c'est que faut pas provoquer, quoi. Tu comprends? C'est-à-dire, si tu te mets à manger du kral dans une ville où personne n'en mange, c'est de la provocation. Il y a des gens qui peuvent prendre ça très mal. Et puis, pas seulement la provocation, c'est également un problème de marit aïn, comme vous le savez. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit un bonhomme avec une grande kippa et une grande barbe en train de manger quelque chose de pas très cher, il pourrait croire dans sa tête que la loi a changé, que maintenant c'est permis, etc. Enfin bref, quand tu es à Rome, tu te conduis comme un Romain. Et quand tu es à Soura, tu te conduis comme un Sourin. Voilà. Et donc, il lui dit, tu n'aurais pas dû manger du kral, même si tu viens de Pumpedita. Amal, il lui a répondu, ah ouais, mais moi, j'ai mangé en effet, je connais cette halakha, j'ai mangé parce que j'étais à l'extérieur de Soura à proprement parler, de Soura intramuros, si vous voulez. C'est-à-dire, j'ai suivi les brouettes, tu sais, j'ai suivi les charrettes, ok. Et à un moment, il y avait écrit Soura, une grande affiche comme ça, avec écrit Soura, et puis c'était barré. Donc j'ai bien compris qu'on n'était maintenant plus à Soura. Et en effet, c'est un peu logique. Les décharges municipales de l'époque, pour des raisons sanitaires bien compréhensibles, ils n'étaient pas à l'intérieur de la ville, ils étaient à l'extérieur de la ville. Et donc, c'est vrai que j'ai mangé du kral, mais je n'étais pas à Soura. J'étais en dehors de Soura. Et en dehors de Soura, je n'ai plus le principe que tu m'as rappelé, que quand on est chez quelqu'un, ben on doit faire les chumrot de l'endroit où on se trouve. Oui, bien sûr, mais j'y étais pas, moi, à Soura, j'étais à l'extérieur. Voilà la réponse de Rami. Et là, on arrive à un tournant dans notre histoire. Là, c'est un tournant dans notre histoire. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Rafrizda pose les questions, disons, qui s'imposent quoi, dans ce genre de situation. Mais la réponse que vient de faire Rami ne plaît pas du tout à Rafrizda. Mais alors, pas du tout. Pourquoi ça ne lui plaît pas? Parce que ce n'est pas très honnête ce qu'il est en train de lui dire. C'est-à-dire que, évidemment qu'il est à l'extérieur, bien sûr qu'il était à l'extérieur de la ville. Mais, et donc au niveau, si vous voulez, formel, on peut rien lui dire à notre ami. Évidemment, d'accord, ok. Mais seulement, comme il disait Montesquieu, c'est Montesquieu, ouais, c'est Montesquieu, il disait il y a un esprit des lois également. Il n'y a pas seulement la loi, il y a l'esprit des lois. Or, réfléchis, tu es suffisamment intelligent pour comprendre. La raison pour laquelle tu n'as pas le droit de manger du kra à la soura, même si tu viens de Pumpedita, on vient de le dire. C'est un, pour éviter de provoquer, et deux, pour éviter que les gens croient que c'est autorisé alors que c'est interdit. Et donc, le problème, c'est pas si tu manges exactement à l'intérieur de la frontière de Soura, ou bien si tu es à 10 mètres, ou 20 mètres, ou 50 mètres à l'extérieur. Le problème, c'est est-ce que tu es dans un endroit où les gens te voient. Si les gens te voient, même si formellement, je ne peux rien faire contre toi parce que tu es de l'autre côté de la limite, mais malgré tout, les gens te voient. Et donc, tu es en train de transgresser l'esprit de cette halakha. Et en plus, tu le sais certainement. Et comment je sais, moi, Rafrizda, que tu as mangé de manière visible? Parce que ma patrouille t'a vu, tout simplement. Donc, si tu étais un petit peu plus loin, si tu t'étais caché derrière un bosquet ou si tu serais éloigné de 3-4 km, rien ne serait arrivé. Seulement, monsieur, tu t'es fait ton petit barbecue bien en vue devant les gens qui risquent de passer, des gens de Soura. Et donc, je ne comprends pas comment tu oses utiliser la halakha stricte, formelle, pour justifier un truc que tu n'aurais pas dû faire. Et donc, je vous dis tout ça parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir de cette réponse de Rami, Frisda le considère comme, jusqu'à présent, c'était un suspect, c'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent faire des erreurs, ça va. Mais là, ça devient quelqu'un qui utilise, si vous voulez, la halakha pour ses fins personnelles, donc il sait très bien que c'est des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas, même si ce n'est pas interdit de manière formelle, il y a des choses qu'on ne doit pas faire dans n'importe quelle société, dans n'importe quel système juridique. Et il y a des trucs qui sont écrits, puis il y a des trucs qui ne sont pas écrits, mais qu'on ne fait pas. Voilà, on ne fait pas. Ok. Et alors, le Rafrizda commence, au lieu de le libérer, et il commence à lui poser des questions un peu plus dures. Et la vérité, on va tout de suite le voir, il a l'intention de lui montrer, si tu veux jouer au malin, eh ben, moi aussi je suis malin.
Alors, question suivante. Ubame tvitinu. Ubame tvitinu, ça veut dire avec quoi donc tu l'as grillé? Parce que je sais bien que chez vous, à Pompedita, on a l'habitude de manger du crâne, mais enfin, on le mange grillé, on est bien d'accord. Donc, si tu le grilles, ça veut dire que tu as utilisé des matières, qui est une matière qui permet donc de faire du feu, qui est un truc inflammable, etc. Comme vous le savez, quand on fait quelque chose à la hache, on a toujours besoin, à part le grill lui-même et la viande, tu as besoin de quelque chose de combustible pour faire brûler tout ça. Alors, il lui dit, avec quoi tu l'as fait griller? Et l'autre répond de manière très naturelle, ah ben, c'est très simple. Amarlé lui a dit, mais pour tsene. Pour tsene, ça veut dire des restes de raisin. Vous voyez, Rachid dit c'est des pépins de raisin. C'est-à-dire, bon, on ne sait pas trop si c'est la vérité, si c'est des pépins, tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être c'est des pépins, peut-être c'est la branche sur laquelle la grappe de raisin était collée. Enfin, en tout cas, c'est du bois. En tout cas, c'est du bois qui, au bout d'un moment, évidemment, il devient sec. Et le bois sec, il n'y a rien de mieux pour faire brûler ton riz. Donc, il dit voilà, j'ai utilisé des déchets de raisin. Et alors là, j'imagine que Rafriza, il a dû faire un grand sourire parce que si c'est des raisins, ben, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que à l'époque, on n'avait pas le droit d'utiliser le vin des non-juifs et pas seulement le vin, mais également les dérivés du vin. Non seulement on n'avait pas le droit d'en manger, mais même de l'utiliser à son profit. C'est ce qu'on appelait Yain Nesser. Regardez ce que dit le texte, Dilma et peut-être, mais Yain Nesser avait peut-être, comment tu as pu manger, comment tu as pu utiliser les déchets de raisin, peut-être que tout ça provient de Nesser. Alors, Yain Nesser, pourquoi est-ce qu'on était tellement dur avec l'histoire du vin? C'est parce que les idolâtres avaient l'habitude, pratiquement systématiquement, pendant qu'ils faisaient leur rituel de sacrifice, etc., de verser du vin également sur l'autel. D'ailleurs, nous aussi, on avait cette habitude, Nisso Chayayin, c'est connu chez nous aussi, et donc ils versaient du vin. Et donc, on avait peur que le vin en question, il ait agi, il est servi à de la Avodazara. Alors, il est vrai qu'à Soura, il y avait une forte communauté juive, mais la majorité, c'était quand même des païens, c'était quand même des idolâtres. Et donc, quand tu trouves stam du raisin par terre à Soura, tu ne l'utilises pas parce que on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui aurait pu servir et qui a sans doute servi à de la Avodazara. De nos jours, ça n'existe plus vraiment, mais comme vous le savez, ça existe quand même un petit peu. On n'est pas aussi sévère parce qu'il n'y a plus d'idolâtrie qu'à l'époque. Enfin, malgré tout, vous le savez, on garde cette loi de Yaïn Nesser, puisqu'on n'a pas le droit, même si c'est. Qu'est-ce que ça. Il n'y a rien de pas cachère. Hein. Le raisin, c'est cachère. On a fait du vin, normalement, ça devrait être cachère. Alors, comme vous le savez, on ne peut pas utiliser du vin qui a été fait par des non-juifs ou qui a même touché par un non-juif. Pourquoi c'est ce qui reste, en fait, de cette halakha de Yaïn Nesser. Et pourquoi est-ce qu'on a gardé ce résidu de halakha? C'est parce que, même s'il n'y a plus d'idolâtrie, ça fait partie de ces lois qui ont permis au peuple juif de garder sa spécificité en disant, OK, on est en exil, on va travailler avec des non-juifs, on va faire des affaires avec eux, on va être obligé d'avoir une interaction, mais il faut savoir ne pas aller trop loin. Or, trinquer, surtout après une bonne affaire réussie ou quelque chose comme ça, quand tu trinques, quand tu invites à boire un coup, eh ben, c'est le début de… Là, tu quittes le monde professionnel et tu deviens un truc un petit peu trop… social, etc. Et on a peur que de fil en aiguille, il va savoir après qui va épouser qui, etc. Et donc, les rabbins ont interdit, ont gardé cette histoire de Yein Nesser. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus fort. Ce n'est pas seulement le vin, c'est également les dérivés du vin, et pas seulement manger, mais également s'en servir. Alors, il lui dit, mais peut-être que c'est du Yein Nesser. Et la réponse de Rami dit, ah non, certainement pas, ce n'est pas Yein Nesser. Comment je sais que ce n'est pas Yein Nesser? Parce que c'est certainement après 12 mois. C'est les raisins en question, certainement qu'ils ont passé 12 mois, et il y a une halakha que le yaïn Nesser, en tout cas les raisins, les résidus, etc., l'interdiction de s'en servir, c'est si il y a de fortes chances que le non-juif, que l'idolâtre s'en soit servi récemment. Mais si tu peux être sûr que ça fait au moins un an que ce n'était pas en possession du non-juif, alors tu peux y aller parce qu'il y a cette prescription. Quoi. Ça va, c'est utilisable pour la Bonazara, il y a plus d'un an, ça va. Okay, donc, il lui dit, ça fait… Bon, comment est-ce qu'il sait, le pauvre Rami, que le raisin qu'il a trouvé là-bas sur la décharge municipale, il a déjà un an? Bah, sans doute parce que vu la tête du raisin, vu la tête de… Voilà,
Bon, c'est un truc qui est là depuis longtemps. Tu la tête du raisin. Bah oui, j'imagine qu'il va pas avoir une tête de raisin très frais, quoi. Bon. Alors, là-dessus, Rafrizal n'en a pas fini avec lui. Il dit, bon, d'accord, ok, pour y une certaine raison. D'accord, c'est pas du Yain pas. Ok, d'accord, mais Dilma, Gezel avait, peut-être que c'est du vol. Peut-être que les gens qui ont mis leur raisin là-bas, eh ben, ils veulent le récupérer. On n'a pas le droit de prendre n'importe quoi, n'importe comment. Là, vous avez bien compris que Rafrizda, il n'a plus tellement d'arguments parce que, évidemment, que ce n'est pas du vol. Ça ne peut pas être du vol. Des charges municipales. Le type qui a mis ça là-bas, ce n'est pas pour le récupérer. Vous connaissez la lacha. Si vous trouvez un truc dans la rue, tu peux être sûr que le bonhomme, il a fait ce qu'on appelle chez nous yiouch, c'est-à-dire qu'il est désespéré de pouvoir le retrouver un jour. Eh ben, il a perdu son titre de propriété sur l'objet et n'importe qui le trouve peut le prendre. C'est en fonction de ça que si tu trouves un billet de 100 shekels dans la rue, tu peux le prendre pour toi. Pourquoi tu peux le prendre? Parce que le type qui l'a perdu, il sait très bien qu'il n'a pas de signe reconnaissable et qu'il ne va pas le retrouver. Voilà. Donc, évidemment que le raisin en question, qui se trouve dans les charges municipales, bah, évidemment que les types ne vont pas le rechercher. Et donc, la question de Rafrizda, c'est un petit peu la dernière question qu'il a parce qu'il est un petit peu acculé le dos au mur. Il dit peut-être c'est du Gezel. Évidemment, la réponse s'impose. Regardez la suite. Amarlé lui a dit certainement pas du Gezel. Tu penses Yiouch de Alim avait. Certainement que les propriétaires ont fait Yiouch, c'est-à-dire ils se sont désintéressés de leurs fruits. Des 4 roulés Béou Khalfé. D'ailleurs, ils l'ont fait certainement parce que, tu vois, il est tellement pourri ce raisin qu'il y a déjà des mauvaises herbes qui ont poussé dessus, etc. D'ailleurs, regarde, le type il a dû lui sortir un truc, un échantillon qui avait pris avec lui. Il a dû lui montrer, tu vois, c'est plein de pourriture dessus. Donc, bien sûr que personne ne s'en préoccupe plus, tu vois, donc ça va du baiser. Ok. Ok. Vous savez comment il a traduit Rashi Khilfé, que je viens de traduire par des mauvaises herbes? Regardez, juste comme ça, c'est parce que c'est marrant, parce que pour nous, Français, on a quand même un avantage par rapport aux autres, c'est qu'il y a des Rashi, il n'y a que nous qui arrivons à comprendre. Vous avez vu Rashi? Juste à côté, là, entre parenthèses, je vous l'ai mis. Rashi dit ortie! Ortie! Donc, dans le vieux français de l'époque, on appelait ça des orties, comme aujourd'hui. Le shin qui est à la fin, c'est le S du pluriel. Donc Rachid dit orties, c'est des orties. Ouais, donc il y avait des orties sur son truc. On peut calculer, venir kavim, c'est des choses qui pourrissent. Et donc certainement qu'on n'a pas besoin de craindre que peut-être ça appartient à quelqu'un. Ok. Chazia, regardez, Chazia de l'Ohave Manarfili. Et il a vu que Rami, il n'avait pas de tfiline. Vous direz, ça n'a rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à voir, mais il n'y avait pas de tfiline. Alors il lui a demandé à Marley, Maïtama Lamanar Tatfilin. Comment se fait-il que tu n'as pas mis les tefilines? Comment se fait-il que tu n'as pas mis les tefilines? Bon, vous allez me dire comment est-ce que Rafrizda peut savoir que Rami n'a pas mis les tefilines? Ah oui, non, je fais semblant d'attendre que vous donniez la réponse parce que je fais semblant de croire que vous avez la possibilité de répondre. Mais je sais que vous n'avez pas la possibilité de répondre. Je réponds moi-même, ok? C'est juste pour faire. Alors, il lui dit comment se fait-il que tu n'as pas mis les tefilines? Comment est-ce qu'il peut savoir? Parce que ne me dites pas que c'est parce qu'il avait des marques sur les. Il n'avait pas de marque. Parce que tout celui qui met les tefilines, c'est très bien qu'au bout de 10 minutes, il n'y a plus de marque, ok? Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que sans doute qu'à l'époque encore, on mettait les tefilines toute la journée. Ah oui, parce que dans la Torah, il n'y a pas écrit il faut mettre les tefilines que pendant Shacharit le matin quand tu pries. Non, il y a écrit il faut mettre les tefilines. Et donc, on mettait les tefilines toute la journée, du matin jusqu'au soir. Et c'est seulement plus tard qu'ils ont décidé, nos sages, que franchement, mettre les tefilines toute la journée, c'est un peu trop contraignant. Contraignant parce que quand tu as les tefilines, tu ne peux pas faire n'importe quoi, penser n'importe quoi, etc. Donc, il faut faire attention à la kiddush, à la sainteté des tefilines. Et donc, on avait un petit peu peur que ça ne soit pas un kavod pour les tefilines de les porter toute la journée. Donc, ils ont décidé que les tefilines, on les portera seulement le matin pendant la tefila. Au moins, à ce moment-là, on pense que tu as des idées propres. Enfin, on espère quoi. Bon, si c'est pas avant la tefila, c'est quand alors? Et donc, on met les tefilines que le matin. Mais à l'époque, apparemment, on mettait toute la journée. Donc, il voit qu'il n'avait pas de tefilines. Donc, il dit comment ça se fait que tu n'as pas de tefilines? Okay. Je me souviens quand tu es allé à l'Yeshiva de Alan Shwood, quand tu arrives en Israël il y a très très longtemps. Et quand je vous dis il y a très longtemps, c'est très longtemps, quoi. Très très longtemps. Donc j'arrive à l'Yeshiva de Alan Shwood
Et là-bas, je vois tout de suite, dès le premier jour, qu'il y avait un bonhomme, qui s'appelait Abraham, qui avait des tefilines toute la journée. Il portait des tefilines toute la journée. Et alors, comme je voulais un petit peu frimer, bon, évidemment, par rapport à tous les autres qui étaient déjà à la yeshiva depuis longtemps, je ne connaissais rien du tout. Vous voyez, c'est vraiment débutant. Mais bon, je voulais montrer que je connaissais un petit peu quelque chose quand même. Alors, c'est écrit dans la halakha qu'à partir du moment où on a décidé qu'on ne met pas les tefilines toute la journée, alors on n'a plus le droit de les mettre toute la journée. Pas seulement, on n'est pas obligé, mais on n'a plus le droit. Pourquoi? Parce que si toi, tu mets les tefilines toute la journée, c'est comme si tu disais, ouais, mais moi, je suis mieux que vous, quoi. Moi, j'ai des pensées qui sont des pensées pures toute la journée, donc je peux les mettre. Et le grand Rosh Hashiva, là, avec ses grandes barbes et tout, lui, il met que le matin parce que lui, évidemment, il est moins kadosh que moi. Donc, c'est pour éviter ce on appelle ça yohara, la prétention. Donc, la vérité, aujourd'hui, personne ne peut mettre des tefilines toute la journée, c'est parce que ça s'appelle prétentieux. C'est prétentieux de le faire. Et donc, tout content de moi, je vais aller voir mes copains et je leur dis, mais comment ça se fait qu'Avram, il a une tefilines toute la journée alors qu'après la halakha, on ne peut pas les mettre toute la journée de nos jours, c'est prétentieux. Alors, ils m'ont répondu cette chose intéressante. Ils m'ont dit, oui, mais lui, Avraham, il a eu une autorisation spéciale du Rosh Hashiva. Il était voir le Rosh Hashiva et il lui a posé la question, est-ce que moi, je peux les mettre? Parce que moi, c'est important pour moi. Et comme ce Avraham, c'était pas n'importe qui, c'était le Ilouï de la Yeshiva. C'est un Ilouï. Ilouï, c'est un bonhomme qui, il y a toujours comme dans chaque Yeshiva, il y en a un ou deux. Et Ilouï, c'est le type qui vient le premier au Beth Midrash. C'est celui qui allume la lumière le premier quand il rentre. Et donc bien avant Shacharit, ok. Et c'est celui qui repart le plus tard. C'est lui qui est à la lumière en sortant. Et puis il est toujours là en train d'étudier du matin jusqu'au soir, du soir au matin. Enfin, c'est le Ilouï, quoi. Au Shio, c'est toujours lui qui pose les bonnes questions, qui donne les bonnes réponses. Okay. Et comme Avraham, il était considéré comme le Ilouï de la Yeshiva, alors le Rosh Yeshiva, il lui a répondu, il lui a dit, écoute, pour toi, tu as le droit. Mais tu as le droit seulement à la Yeshiva parce que tout le monde te connaît et tout le monde sait que tu ne fais pas ça par frime. Tu fais ça parce que vraiment, voilà, tu as un niveau supérieur à tout le monde et donc tu as besoin de ça, très bien. Mais attention, quand tu rentres Shabbat à la maison, quand tu rentres en week-end à la maison, eh ben, là-bas, tu ne mets pas les tefilines toute la journée. Là, tu fais comme tout le monde. Mais ici, tu peux. Et donc, c'est comme ça qu'Avram, il avait les tefilines toute la journée. Un jour, je reviens de week-end, justement, il y avait un week-end de libre, donc je reviens, et tout à coup, qu'est-ce que je vois? Je vois il y avait un grand attroupement de copains, et au milieu, il y avait Abraham qui est en train de discuter avec tout le monde. Alors, je fais à un des copains, je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, tu n'es pas au courant? Je dis, non, c'est pas. Il me dit, approche-toi, regarde. Donc je m'approche, je regarde, je vois Abraham. Non seulement il n'avait pas de tefilin, Abraham, ce jour-là, mais en plus, il n'avait pas sa kippa, dis donc. Il n'avait rien du tout. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Il dit, ah, tu n'es pas au courant. C'était un Shabbat un peu particulier, là. Il est rentré chez lui à la maison. Et figure-toi que sa famille lui a avoué la vérité. Quelle vérité? Il n'est pas juif, en fait. Il y avait toute une histoire, voilà, adoptée, je ne sais pas quoi, il n'est pas juif. Donc Abraham, il a compris qu'il n'était pas juif. Ça a été évidemment un grand choc pour lui. Et donc, il est venu prendre ses affaires parce qu'il s'en va. Et en même temps, il enlève la kippa. Je dis, comment ça, il enlève la kippa? Comment ça, il enlève la kippa? Mais il n'est pas juif. Bon, d'accord, peut-être sa mère n'est pas juive. Alors, il n'est pas juif, c'est-à-dire, mais il peut régulariser la situation facilement, quoi. Il va au Beddin, il fait un talir, processus de conversion, de guillot. Il en connaît plus que la plupart des rabbinim qui sont là-bas, de Taganim. Pour lui, c'est rien, quoi. Il va, et puis voilà, il devient juif, il n'en parle plus. Il dit, ah non, 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 justement, c'est pour ça qu'il y a une grande discussion. Il est en train d'expliquer à tout le monde qu'il ne voit pas pourquoi, il serait obligé de faire les mitzvot puisqu'il n'est pas juif. Il croyait jusqu'à présent que Dieu l'avait fait naître juif, et donc il voulait être le meilleur juif possible, d'où son aptitude à étudier, etc. Mais maintenant qu'il a appris que le bon Dieu, il n'avait pas voulu qu'il soit juif, pourquoi il va se casser la tête? Lui, il sera le meilleur goy possible. Vous voyez? Comme ça, il a dit, il serait le meilleur goy possible, je n'ai pas besoin d'être juif. On était sous le choc, évidemment. Vous avez compris pourquoi on était sous le choc? Parce que formellement, il a peut-être raison, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait de tout le côté sentimental, le côté, je ne sais pas, il avait l'air d'être tellement dans le coup, etc. Bon, moi, j'étais sous le choc. J'ai mis 2 semaines à me remettre de ça, quoi. Le type, il apprend qu'il n'est pas juif et il enlève tout, il s'en va. Je ne l'ai pas revu jusqu'à aujourd'hui, Abraham. Je ne sais pas, peut-être que c'était sur le coup de la colère, après il est revenu. Bon, je ferme la parenthèse. C'est une petite histoire que je vous ai racontée qui n'a rien à voir avec le sujet. Rien à voir, c'est juste pas comme ça. Alors, on revient sur le texte. Où j'en étais? Ah, les tefilines, donc. Alors, il lui dit, comment ça se fait que tu n'as pas de tefilines? Comment ça se fait que tu ne mets pas les tefilines?
Et la réponse de Rami Amarlé lui a dit, Cholé me'aïn. Moi, le problème avec les tefilines, tu vois, je ne peux pas les mettre. Là, j'ai une bonne réponse. Je ne peux pas les mettre parce que j'ai des problèmes gastriques, j'ai des problèmes de digestion. Et alors? Ah, bah alors, Rav Yehuda. Rav Yehuda, vous vous rappelez, Rav Yehuda? Rav Yehuda, c'est son Rav à Pompédita. Rav Yehuda, il a dit, Amar Rav Yehuda, Cholé me'aïn, quelqu'un qui a des problèmes de digestion, Pato minat filin, il n'a pas besoin de mettre cette filin. Il a un ptor, il a un dispense du médecin. Il n'y a pas besoin. C'est un peu logique. C'est un peu logique parce que si tu as des problèmes de digestion, donc. De digestion, mais il mange les pieds de vache. Oui, c'est peut-être justement ça qui explique. Ouais. À force de manger des pieds de vache avec des raisins pourris, donc évidemment, on va s'étonner que peut-être c'est à cause de ça, oui. En tout cas, il est. Pardon? Oui, en tout cas. Non, c'est bon, c'est bon. En tout cas, puisque j'ai problème de digestion, dit-il, j'ai pas besoin de mettre les tuiles. Voilà comment il a répondu. Vous comprenez que Rav Friza, tout ça, ça l'énerve, quoi. Ça l'énerve. Parce qu'un bonhomme qui, je sais pas, il a réponse à tout, quoi. Tu lui dis un truc. Bon, il continue l'interrogatoire. Il continue l'interrogatoire. Il dit, bon, alors pour les filines, d'accord, ok. Alors pour les filines, ça va. Mais est-ce que tu veux m'expliquer, Rami, comment se fait-il que tu n'as pas des titiotes, tu n'as pas le titi, tu n'as pas le talikatan? Pourquoi tu n'as pas le titi? Razier, il a vu de là avec Rami Khouté. C'est la ligne d'après. Il a vu que Rami, il n'avait pas de Khoutim, il n'avait pas de fil, il n'avait pas de titiote. Amar, il lui a dit, Ma et Tama, avec la Khouté. Comment se fait-il que tu n'as pas de titiote? C'est aussi un problème de digestion, quel rapport? Hein? Et alors Rami lui dit, ah, pour le titi, j'ai une réponse. C'est quoi maintenant la réponse pour le titi? Amar, il lui a dit, talit chez Oulahi. Le vêtement, le talit, le vêtement à quatre coins que je porte, c'est un talit que j'ai emprunté. Talit chez Oulahi. Je l'ai emprunté, ce talit. Et alors? Mais alors, tu l'as emprunté. Ah ben oui, mais Rav Yehuda de Pompédita, il m'a expliqué, talit chez Oula, lorsque le vêtement, il n'est pas à toi, mais il est emprunté, kol shloshim yom, pendant 30 jours, petura minatzitzit, tu n'as pas besoin de mettre des tzitzit. Et voilà. Et donc, je n'ai pas besoin de mettre des tzitzit. J'ai un talit aux quatre coins, mais je n'ai pas de tzitzit, parce qu'il m'a dit, le rabbin, que j'ai une dispense, puisque c'est un talit qui a été emprunté. Tu comprends? C'est un peu quand vous allez, si vous faites, je sais pas, une location de vacances, ok, vous allez dans un endroit, et puis il n'y a pas de mezouza, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre une. Parce que tu ne passes pas un temps suffisamment important. Au bout de 30 jours, ouais, mais avant, non. Eh bien, pareil, tu as un talit, s'il n'est pas à toi, tu n'es pas obligé d'en mettre des titiotes. D'ailleurs, dit Rami, ça fait 28 jours que j'ai ce talit. Il est temps que je le change et que j'emprunte un nouveau. Comme ça, j'ai encore 30 jours de dispense. Non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. C'est moi qui il n'a pas dit ça. Enfin, il aurait pu le penser. Vous voyez, c'est le genre. Donc, il dit, c'est un talit qui a été emprunté. Et donc, comme ça a été emprunté, je n'ai pas besoin de mettre des titiotes. Bon. Ça aurait pu continuer longtemps, cet interrogatoire. Vous comprenez, il y a 613 mitzvot quand même. Donc, ça aurait pu continuer longtemps. Sauf que, Adéachi, sur ces entrefaits, Imaginez-vous que la patrouille, la mishmeret de laquelle on parlait tout à l'heure, elle continue à faire des heures sup. Vous voyez, elle continue à tourner à l'intérieur de Soura. Et ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Alors évidemment, le quelqu'un d'autre qu'ils ont trouvé, ce n'est pas un type qui mangeait aussi des pieds de vache, non. Ils ont trouvé un bonhomme de Soura qui est en train de manquer de respect à son père et à sa mère. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a répondu violemment? Est-ce qu'il leur a donné des gifles? Est-ce que je ne sais pas. En tout cas, devant tout le monde, le type manque de respect à son père et à sa mère. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Attention, le respect des parents, c'est fait partie des 10 commandements. Attention. Donc, ils ont pris le bonhomme et ils l'ont amené devant le tribunal de Rav Frisda. Ils l'ont fait rentrer dans la salle au moment où il y avait cet interrogatoire entre Rav Frisda et Rami. Et non seulement le type a été pris, mais en plus, Kaftou, il était menotté, figurez-vous. Il était menotté. À ce stade-là du récit, si moi j'avais été à la place de Rami, vous savez ce que j'aurais fait? Je me serais fait tout petit. Et j'aurais dit, maintenant, je suis tranquille. Ils vont certainement s'occuper de lui.
Et moi, ça va, quoi. Je vais être dans mon coin tranquille. Et puis, au bout d'un moment, il y a le type qui s'occupe, vous savez, du tribunal. Il va me dire, mais qu'est-ce que vous faites là, vous, jeune homme? Là, je lui dis, ah, bah, écoute, je suis en train de manger du crâne, mais je suis de Poupédita, donc c'est mal entendu, voilà. Il va s'attendre à dire, bah, écoute, ça va être de qui pour rentrer à la maison, on n'en peut plus. Voilà ce que moi, j'aurais fait. Discret pour essayer justement de profiter de l'occasion pour me disculper. Eh ben, pas du tout. Rami, au contraire, quand il voit le bonhomme arriver avec ses mains comme ça enchaînées, il dit à Rafrizda, libère-le. On vous rendez compte, ça ne pas. Le type lui-même est suspect d'un tas de trucs, là, et il vient dire au grand Rafrizda, alors qu'il ne se trouve même pas dans sa ville à lui, il se trouve dans la ville de Rafrizda, et il lui dit devant lui dans son tribunal, libère-le. Rafrizda, très choqué, dit à Rami, mais enfin, pourquoi tu veux que je le libère? Regardez la suite. À Marley Shavkou, il lui a dit libère-le, des Tania, parce qu'il y a un enseignement, dit Rami à Rafrizda. Le petit Rami dit au grand Rafrizda, il y a un enseignement dans une Braïta. Une Braïta, il faut comprendre, Braïta, c'est un enseignement de l'époque de la Mishnah. Rafrizda, évidemment, il connaît toutes les Braïtot par cœur, il n'est pas Rafrizda pour rien, vous comprenez? Alors il lui dit, Rami lui dit, mais je comprends, tu as oublié une Braïta explicite. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Kol mitzvah taseh shematan srara betila. Chaque fois que tu verras une mitzvah positive, vous savez, dans la Torah, il y a donc 613 mitzvot, il y a une partie qui sont positives, une partie négative, 365 qui sont négatives et 248 positives. À chaque fois que tu verras une mitzvah positive, ou dans le texte même du Chumash, il y a écrit quelle est la récompense pour celui qui a accompli cette mitzvah, je ne sais pas, il y en a que deux. Il y a que deux. Hein. Il y a une, c'est le respect des parents, et le deuxième, c'est Kansipor, c'est Shiloh Haken, c'est-à-dire, tu sais, c'est cette halakha spéciale où quand tu vois des oisillons avec une maman, tu veux les oisillons, tu es obligé de chasser la mère. Enfin, ouais. Et dans les deux cas, c'est écrit que si tu le fais, Yamim, tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Et alors, la Braïta, elle dit la chose suivante. Quand tu vois une mitzvah positive, où il y a écrit dans le Chumash quelle est la récompense, eh bien, tu ne dois pas t'en occuper. Même si le type il a transgressé ce commandement, ce n'est pas le tribunal des hommes qui doit s'en occuper, mais c'est le tribunal divin. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. C'est comme s'il avait dit, bon, ces trucs-là, là, ces deux choses-là, c'est mon problème, c'est moi qui m'en occupe, et vous, tu n'avez rien à faire. Et donc, dit Rami à la Frisda, si la Braïta, elle dit que chaque mitzvah positive où il y a écrit la récompense, En beddin shel mata muzarin alea, le beddin d'en bas, le tribunal des hommes, n'a pas à s'en occuper, tu devrais donc le libérer, tu n'as rien à faire avec ce type-là, libère-le. Là-dessus, Rafrizda, il regarde Rami dans les yeux et il lui dit cette phrase qui certainement dans la bouche de Rafrizda, c'est certainement pas un compliment. Il dit à Rami, Chazin alecha, de charif tatuva. C'est-à-dire, je constate, mon cher ami, que tu es très charif. Je constate, mon cher ami, que tu es très charif. Alors, vous savez ce que c'est charif? Charif, ça veut dire piquant, ça veut dire que tu as un esprit très pointu. Je constate que tu es un bonhomme malin, tu as un esprit pointu. Évidemment, dans la bouche de Rafrizda, ce n'est pas un compliment, tu as un esprit pointu, ça veut dire simplement, je vois qu'on ne peut pas te coincer, tu as réponse à tout. Tu as réponse à tout. Tu as étudié la Torah de telle sorte qu'on ne peut pas te coincer. Quoi. Si on va d'après toi, il n'y a pas de feeling qui tienne, il n'y a pas de talit, il n'y a pas de respect des parents, il n'y a rien du tout. Tu as toujours le mot pour trouver l'excuse, pour ne pas être obligé de faire ce que la Torah demande. Chazin alecha de charif tatouva, je vois bien que tu es quelqu'un de charif, tu es quelqu'un de pointu. Et là, Rami lui répond à Rafrizda. Il lui dit cette chose extraordinaire, il lui dit à Marley, quoi? Ça, c'est de la charifout. Ça veut dire que j'ai l'esprit pointu. Pourquoi? Parce que je sais répondre à tes interrogatoires, parce que j'ai étudié un petit peu, mais c'est pas de la charifout. Je me retiens, il lui dit, je me retiens. Je te dis pas tout ce que je pense, parce que j'ai du respect pour toi. Alors je te dis pas tout. Mais si la situation elle avait été inverse et que tu te serais retrouvé dans l'endroit de Rav Yehuda, autrement dit à Pumpedita, alors là, je me serais senti plus libre de te dire ce que je pense. Je t'aurais montré ma charif, je t'aurais montré à quel point, qu'est-ce que ça veut dire être un juif pointu. Et là, franchement, si tu crois qu'à cause de ça, je suis pointu, non, c'est pas une pointure, ça. C'est pas une pointure. Là-bas, je t'aurais montré. Fin de l'histoire.
fin de l'histoire et en fait début de notre étude en fait. Je ne sais pas exactement combien de temps il nous reste, on va faire ça rapidement, mais vous comprenez que la Gemara, elle raconte jamais des histoires pour rien. Évidemment, quand il y a des histoires comme ça à l'intérieur d'une souga, d'un passage talmudique, ça a toujours également comme effet une sorte d'intermède, quoi. Voilà, on raconte une histoire, des fois on raconte des blagues d'ailleurs, des fois, voilà. Mais c'est jamais uniquement pour ça. Une histoire talmudique, il y a toujours ce qu'on appelle un moussar askel, il y a toujours une moralité d'histoire. Quand on raconte une histoire, parce que quand tu sors de là, tu dois sortir avec quelque chose en main, quoi. Et la question est de savoir qu'est-ce que le Talmud voulait nous faire comprendre en nous racontant cette fameuse histoire de Rami avec ses pitvaches. Et là, je voudrais vous donner l'explication que m'a donné un jour mon ami, le Rav Elikan Zichrono Livracha. Elikan, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu, c'est quelqu'un qui est parti beaucoup trop tôt d'un cancer, un grand ami à moi. Et déjà, nos parents, c'était des grands copains, ils avaient étudié ensemble au séminaire rabbinique en France. Et ensuite, Eli, il se trouve qu'il a fait la yeshiva de Montreux, que j'ai fait également, donc il était au-dessus de moi, 2 ans au-dessus de moi, mais on s'est connus déjà là-bas. Et après, on s'est évidemment retrouvés ici en Israël. Il était le rave d'un kibbutz dans le nord du pays, En Anativ, dans la vallée de Beth-Shean. Il avait là-bas une midrasha de jeunes filles très particulière, qui existe toujours. Sa femme, Dvorah Khan, s'occupe encore jusqu'à maintenant d'une école de guillot, de conversion, justement. Et surtout, et aussi, c'était un grand répondeur du site sheela.org. J'espère que vous connaissez tous, sinon c'est un scandale. Si vous ne connaissez pas Sheela, c'est un grand scandale. Et juste après le cours, juste comme préparation à Kippour, je vous demande de rentrer sur le site cheela.org, sheela.org. Vous rentrez dans Kippour, par exemple, et vous apprenez plein de trucs sur Kippour. D'ailleurs, si vous n'avez pas le temps d'aller dans des shiurim, c'est qu'il faut étudier la Torah tous les jours. Pas important combien de temps, mais tous les jours. Et si vous n'avez pas le temps d'aller sur un Zoom ou d'aller chez un rabbin, rentrez sur Sheela, prenez 5 minutes de votre temps tous les jours, prenez n'importe quelle question, regardez la réponse, et c'est l'Imout Torah. Ce site Sheela, aujourd'hui, il doit y avoir 90 000 ou peut-être plus questions qui ont été répondues, c'est classé par rubrique. Et lui, le Rav Elikan, Zichrono Livracha, c'était le plus grand des répondeurs de Sheela, et c'était chaque fois avec beaucoup de finesse, beaucoup de justesse. Enfin, on a perdu quelqu'un de très cher, Et donc, et d'ailleurs, le jour de Saska, c'est la semaine dernière, donc il est mort quelques jours avant Kippour. Et donc, j'en profite pour rappeler sa mémoire et que ce limoud qu'on fait ensemble, ce soit Leilou Nishmato, du Rav Eli Zichrono Livracha. Donc, un jour, j'avais invité Eli Khan à donner un shiur à Chemdat Adarom. Donc, voilà. Chemdat Adarom, tout le monde. Chemdat Adarom, donc l'institution pour jeunes filles après le bac, que j'ai le plaisir de diriger depuis 25 ans. On va ouvrir la 26e promotion. La meilleure Michlala au monde. Hey, comment tu vas? Rebecca, ça fait longtemps. Rebecca, tu peux nous dire, ça fait combien de temps que tu es Rivka Arnaud, vous vous rappelez? Comment je me rappelle? Comment je peux te couper? Ça fait Bon, enfin, c'est pas le problème, parce que là, je pense pas que tout le monde soit... Ça fait presque 20 ans. Presque 20 ans, ouais, d'accord. Enfin, en tout cas, ça c'est le côté pub donc de Khemdat. Je n'avais pas prévu, je ne savais pas quelle était la Rivka. En tout cas, il y en a d'autres. Tiens, bon, ok. Bon, bref, alors, Khemdat Adarom, c'est donc une institution pour jeunes filles après le bac. Et Déborah Cohen, Salmon. Et donc, si jamais vous avez des connaissances en France, ou même ici, il y a des gens des jeunes filles après le bac qui veulent passer une bonne année comme ça, de l'Imout Torah en même temps de connaissance du pays, etc., il faut leur dire il y a encore de la place. On ouvre après octobre, enfin après les fêtes. Bientôt. Je ferme la parenthèse, c'était la petite pub. Alors, j'étais en train de vous dire quoi. Oui, donc j'avais invité Eli pour donner un cours à Khemdat. Il arrive donc à Khemdat Adarom, sauf qu'au moment où il arrive, figurez-vous que le prof, le Rav qui était en train de donner son cours, avant lui, il n'avait pas encore terminé. Et donc Eli, comme il n'aimait pas perdre son temps, il me dit, tu sais quoi, viens, on étudie quelque chose. J'ai dit, Bakacha, qu'est-ce que tu veux étudier? Il me dit, on va étudier Soura. On va étudier Rami à Soura. Tu te rappelles l'histoire de Rami avec son pilvage? Eh bien oui, je me rappelle, très bien. Alors on va étudier. Donc, on prend la Gemara et on étudie de nouveau le texte. Et à la fin, donc quand il arrive à la fin, la conclusion, comme nous là maintenant, il me pose la question suivante. Il me dit, quel est le Moussar Haskel? Quelle est la moralité de l'histoire? Je dis, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, tu sais quoi, j'ai posé la question autrement. Le type qui a rédigé l'histoire, donc l'orech du Talmud, celui qui a rédigé l'histoire, il prend position pour Rami ou pour Afrizda?
Et la vérité, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, il y a deux possibilités de le lire. La première possibilité, celle qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que le texte, il prend position pour Afrizda. Il vient te dire, en fait, c'est quoi la moralité de l'histoire? La moralité de l'histoire, c'est pas parce que tu as appris et que tu connais les trucs parce que tu es à la yeshiva, que tu peux te servir de ce que tu connais pour passer au travers. Pour passer au travers. Parce que dans n'importe quel système juridique, on peut le faire. C'est pour ça que tu payes très cher les avocats. C'est quoi un avocat qui coûte cher? Un avocat qui coûte cher, c'est un avocat qui connaît les petites lignes, vous savez, qu'il y a dans le code, et plus il est cher, et plus il connaît. Alors, il te dira, écoute, ça, ne le dis surtout pas, ok, ça tu me le dis à moi, mais ne le répète surtout pas au juge. Et ça, par contre, tu devrais amplifier un petit peu, tu vois, parce que ça, c'est un bon truc. Il n'y a pas de système juridique qui est valable pour tout le monde exactement. Il y a toujours des cas d'exception. C'est valable pour eux, mais pour moi, non. Moi, j'ai un ptor, moi, j'ai une dispense. Moi, je fais partie des petites lignes de la loi. Et si tu es spécialiste là-dedans, tu peux très bien vivre toute ta vie sans qu'on puisse te prendre formellement, sans que tu aies fait une erreur formelle, mais comme une véritable ordure. Et on ne peut rien faire. On peut rien faire parce que tu es toujours borderline, oui. On appelle ça en hébreu naval birshut Torah. Naval birshut Torah. Ça veut dire, bon, excusez la traduction, mais c'est ça que ça veut dire. Naval, ça veut dire un salaud, quoi. Naval birshut Torah. C'est-à-dire, sous l'autorité de la Torah, c'est une petite ordure, quoi. C'est une crapule. Et en fait, il est très probable que ce que le texte est en train de nous apprendre maintenant, c'est que, évidemment, plus tu connais et plus tu as une facilité de faire ce que tu as envie de faire sans tomber sous le coup de la loi. C'est-à-dire, mais quand tu le fais et tu utilises ça, tu es une crapule, mon vieux. Parce que le petit Rami, là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, là? Il est en train de nous dire, il n'y a pas d'Yaïn Messer, il n'y a pas d'histoire de faire les chumrot de là où tu es, tu comprends? Il n'y a pas de talit, il n'y a pas de tefillin, il n'y a pas de respect des parents, il n'y a rien. Et chaque fois, il a raison. Et chaque fois, il trouve le petit truc. Et donc, peut-être que ce que la Gemara, elle veut, c'est nous dire, fais attention à ça. N'utilise pas tes connaissances pour passer entre les gouttes de pluie. Vous voyez. Première possibilité. Mais vous comprenez bien qu'il y a une deuxième possibilité qui est l'opposé, qui n'a rien à voir. Peut-être qu'en fait, le texte, il vient, ça sera un petit peu curieux, mais peut-être que le texte, il vient appuyer Rami et critiquer le grand Rafrizda, avec tout le respect qu'on lui doit. Et dire à Rafrizda, écoute, c'est pas normal. Tu as pris quelqu'un, d'accord, parce qu'il y avait un problème avec lui, ok, très bien, donc tu l'as accusé de ce que tu l'as accusé, mais tu vois que le bonhomme, il est dans son droit, lâche, shacher, comme on dit en hébreu, laisse-le, quoi. Et tu l'as pris pour l'histoire du Kral, bon, il t'a expliqué qu'il était en dehors de Soura, ça t'embête qu'il ait dit ça, ça t'embête, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, il a raison, laisse tomber, tu n'as pas besoin de le chercher, de t'acharner pour essayer de trouver quelque chose obligatoirement, il est tuili, il est le talit, speak. T'as pas arrivé. Il faut que la justice également, elle sache où sont ses limites. Elle n'a pas besoin à chaque fois d'essayer de faire un acharnement comme si le but c'était de faire trébucher le bonhomme et de le trouver. Ça va. Même si ce n'est pas le bonhomme que tu aimes le plus au monde, bon, bah, toi, tu as la loi et c'est tout ce que tu as. Et si le type, il est bon, quoi. Il ne tombe pas sous le coup de la loi. Peut-être que c'est ça que la Gemara, elle veut. Peut-être que, contrairement à ce qu'on a dit, peut-être que la Gemara, elle ne vient pas prendre parti pour Rafrizda contre Rami, mais au contraire, prendre parti pour Rami contre Rafrizda en essayant de dire au juge, ne vous acharnez pas. Les deux lectures sont possibles. Et donc, après avoir réfléchi, je dis à mon ami Élie, je lui dis, écoute, il me semble que les deux sont possibles. Et là, il me dit la chose suivante. Il me dit, ben moi, je sais. Je suis sûr que le texte du Talmud qu'on vient de lire, il prend position pour Rami. Je dis, mais comment tu peux en être sûr? Donc, il y a une lecture comme ça possible, à la rigueur, mais comment tu peux en être sûr? Il me dit, écoute, j'ai une preuve et un indice. Je lui dis, c'est quoi la preuve? Il me dit, la preuve, c'est qui est le dernier mot? Qui dans cette histoire a le dernier mot? Eh bien, c'est Rami. Ben oui, puisque Rami, il dit à la fin, si on avait été, etc., je t'aurais montré qu'est-ce que ça veut dire d'être Harif. D'accord? Donc, c'est Rami. Il me dit, ben, sache, grand principe dans les histoires talmudiques, lorsque quelqu'un a le dernier mot, c'est que le bonhomme qui a rédigé l'histoire, eh ben, il veut que tu comprennes que c'est lui qui a raison. Il donne raison à celui qui a le dernier mot. Et la vérité, c'est que cette histoire-là, elle s'arrête en queue de poisson, vous comprenez bien.
On ne sait pas ce qui s'est passé après, mais il y a eu un après, c'est-à-dire est-ce qu'il a été finalement accusé, est-ce qu'il a été libéré, qu'est-ce qui s'est passé avec le bonhomme qu'on vient d'amener et menotté, etc. Bon, l'histoire se termine au milieu de l'histoire, on reste un petit peu sur notre fin. Donc, on a volontairement décidé d'arrêter ici. Et on a arrêté justement après une tirade de Rami et pas de Rafrizda. Et il me dit, Elie, sache que c'est une preuve, ça, que le bonhomme qui a écrit l'histoire, le type de l'Agmara qui a rédigé l'Agmara, eh bien, il a voulu dire que c'est Rami qui a raison. Bon, la vérité, je n'ai pas vérifié ce qu'Elie m'a dit, donc en fait, il faudrait vérifier dans toutes les histoires talmudiques si c'est bien ça, mais enfin, je fais confiance à Elie, s'il me dit, c'est qu'il peut faire ça. Et puis, il me dit, à part ça, j'ai encore un indice. Je lui dis, c'est quoi l'indice? Il me dit, écoute, ça s'est passé quand cette affaire-là? Ça s'est passé une veille de Kippour. Il me dit, tu crois que c'est important, ça, que sur la veille de Kippour? Ouais, il me dit, pourquoi c'est important? Dans l'histoire, il n'y a rien qui est lié à Kippour. La même histoire aurait pu se produire une veille de Hanouka, une veille de Pessah, ça aurait été pareil. Je dis, ouais, tu as raison. Il me dit, alors, pourquoi est-ce que la Gemara a jugé utile de te dire c'est la veille de Kippour? Il doit y avoir une raison. C'est quoi la raison? Il me dit, réfléchis. C'est ça que j'aimais pas avec Eli, la vérité. C'est que non seulement c'est le plus intelligent de nous tous, donc il comprenait quelque chose au quart de tour, chaque fois, mais en plus, quand tu lui demandais de t'expliquer, il te disait réfléchis. Alors je réfléchis, et puis je lui dis non, je comprends pas. Il me dit regarde, la veille de Kippour. À Kippour, on se fait pardonner quelle faute? Ben, j'ai les fautes Ben Adam, la Makom, les fautes entre nous et Dieu, évidemment. Tout le monde sait ça. Kippour pardonne que les fautes entre nous et Dieu. Il dit les fautes entre nous et l'homme, alors c'est pardonné quand? Ben, ça dépend de nous. Avant Kippour, on doit s'arranger. Si on a des problèmes avec nos voisins, avec notre famille, on doit s'arranger, d'abord régler les problèmes humains. Et là, c'est un peu logique. Quoi. Tu ne vas pas demander à Dieu de te pardonner si toi, tu n'es pas capable de faire la même chose avec ton prochain. Donc d'abord, ça arrange tes histoires entre l'homme et son prochain. Et après, c'est bien. Donc le bonhomme qui n'a pas arrangé ses histoires, c'est quand la dernière limite pour le faire? C'est la veille de Kippour. Et oui, donc la veille de Kippour, qu'est-ce qui fait le bon juif? La veille de Kippour, il est normalement préoccupé du matin jusqu'à Souda Mapseket. Il est occupé à arranger ses problèmes humains, de relations humaines. Qu'est-ce qu'ils font les gens de Soura, la veille de Kippour? Eh bien, ils balancent leur král, ils balancent leur pied de vache. Et on n'a rien contre qu'ils balancent leur pied de vache. Mais peut-être qu'il y a d'autres problèmes qui sont aussi importants et peut-être même plus importants et que tout occupé à leur pied de vache sur l'histoire de cache-route, peut-être qu'ils ne voient pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est qu'il y a un bonhomme qui est là, qui a voyagé depuis Pumpedita jusqu'à Soura, peut être crevé donc par le voyage. Et la veille de Kippour, personne à Pumpedita ne lui pose la question, mais dis-moi, Rami, tu as où manger? Mais comment tu vas faire pour le jeûne de Kippour? Quelqu'un t'a invité? Personne ne lui pose la question. Vous allez me dire peut-être qu'ils ne l'ont pas vu. Ben si, ils l'ont vu, bien sûr ils l'ont vu. Puisque lui, il les a vus. C'est qu'eux, ils l'ont vu. Lui, il a vu donc c'est le Kral qui était en train d'être amené là. Il était au milieu de en plein Tikaraïr, il était en pleine ville et il a vu que les gens ils amenaient leurs brouettes à la décharge. Donc il les a vus. Et si lui il les a vus, alors eux aussi ils l'ont vu. Et personne ne peut l'inviter. Ben non, ils n'y pensent pas. Pourquoi ils n'y pensent pas? Ben, ils sont obligés, c'est très important de le Kral. Il me dit la chose suivante, Élie. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Il me dit, tu habites près de Netivot, ok? Si tu te balades à 2 heures du matin à Netivot et que tu vois une vieille bonne femme de Netivot qui est en train de fouiller les poubelles parce qu'elle n'a rien à manger et qu'elle n'ose pas le faire en journée, alors elle le fait la nuit. Et qu'elle ressort de la poubelle une boîte de conserve entamée, vous voyez? Si jamais tu viens la voir, cette dame, tu lui tapes sur l'épaule et tu lui dis, dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que la cache-route de cette boîte de conserve, c'est une vraie cache-route? Si tu lui dis ça, peut-être qu'à tes propres yeux, tu es un grand sadique, mais sache, tu es moins que rien. Tu es à moins que rien. Parce que quand tu vois une bonne femme comme ça, qui fouille les poubelles, la seule chose que tu peux lui dire, la seule chose que tu as le droit de lui dire, c'est viens à la maison, je t'invite à manger. Et si tu ne peux pas lui dire ça, et si tu ne veux pas lui dire ça, eh ben tu lui dis rien. Mais lui dire est-ce que c'est caché à ce que tu fais, c'est un scandale. Or, les gens de Soura,
qui ne voient pas Rami parce qu'ils sont tout préoccupés avec leur histoire de crâne. Pour eux, il est transparent, il est sur la route, là, il les empêche d'aller jeter leur crâne. Ces gens-là ne voient pas l'essentiel. Ils ne voient pas qu'il y a un bonhomme ici qui a peut-être besoin qu'on l'invite. Et finalement, lorsque, sauf, la ville de Soura prend conscience qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Rami, qui est étranger et qui se trouve là, c'est uniquement pour le faire comparaître devant la justice de l'endroit. Ouais, c'est la fameuse patrouille. C'est eux qui le voient. Et quand ils le voient, ils lui disent « T'es sûr que c'est cachère ?» Et Rafrizda, qui est un grand monsieur, Rafrizda, je n'ai pas le temps maintenant parce que je vais bientôt terminer, mais Rafrizda, c'est un des plus grands, pas seulement au niveau de la Torah, pas seulement au niveau de la halakha, mais c'est également un homme de chesed. Pas pour rien il s'appelle Rafrizda. Rafrizda, c'est un de chesed. C'est un type qui est généreux, qui est bon. On ne peut pas lui faire des leçons sur l'importance d'autrui. C'est quelqu'un qui a l'habitude de ça. Mais même lui, comme c'est la veille de Kippour, comme Kippour approche, alors il est tellement pris dans cette idée qu'il faut que tout soit nickel dans sa ville de Soura, dans sa communauté sainte de Soura, qu'il ne peut pas supporter que les gens aient du kral à la maison, il ne peut pas non plus supporter que quelqu'un se permette la veille de Kippour de manger du kral. Et tout d'un coup, ça le préoccupe tellement qu'il en oublie l'essentiel. Et quand il discute avec Rami, ce n'est pas une discussion, c'est un interrogatoire très serré. Pourquoi tu manges du crâne? Maintenant, relisons toute l'histoire, mais avec ces yeux-là que Elika nous a donnés, ces lunettes spéciales qu'il nous a mis. C'est vrai ce qu'il dit Rami à la fin. Il a beaucoup de respect pour Afrizda. Il a tellement de respect pour Afrizda qu'il n'ose pas tout lui dire de manière claire. Et en fait, lui dit ce qu'il lui dit de manière détournée, par allusion. La première question, c'est pourquoi tu manges du crâne? Et la première réponse, c'est parce que je ne suis pas d'ici. Je suis de Pumpedita. L'allusion, c'est je suis de Pumpedita. Tu comprends ce que ça veut dire? Je viens de loin. Sous-entendu, la seule chose que tu trouves à dire au lieu de m'inviter, c'est est-ce que c'est cachère? Je viens de loin, invite-moi. J'ai marché pendant des jours et des jours, peut-être des semaines. Invite-moi à la maison, demain c'est Kippour, il faut bien manger. Mais Rafrizda, il ne comprend pas. Et pris par son interrogatoire, il lui dit et alors, qu'est-ce qu'il y a si t'es le Pumpedita? Qu'est-ce qu'il y a si t'es le Pumpedita? Tu dois quand même faire les minagim de Soura. Et l'autre lui répond je ne suis pas dans Soura. J'étais pas dans Soura. Tu veux que je te rappelle où est-ce que j'étais? À la décharge municipale de Soura. À l'extérieur de la ville, à la décharge municipale, là où les gens ils jettent leurs ordures. Tu comprends ce que ça veut dire? Je mange avec les ordures de ta ville. Tu veux toujours pas comprendre l'allusion? Tu veux toujours pas m'inviter? Et Rafrizda ne comprend toujours pas l'allusion. Puisqu'il lui dit après, ok, d'accord, t'es pas dans la ville. Avec quoi tu l'as fait griller? Avec des raisins pourris. Des raisins pourris, mais des raisins pourris, peut-être que c'est une nesser, peut-être c'est du vol. Non. C'est pas, il y a une nesser, celui qui sont pourris, ça fait au moins 1 an qu'ils sont là. Et c'est pas du vol. Regarde, il y a des orties qui ont poussé dessus. Tu comprends l'allusion? Non seulement je viens de loin, non seulement je mange dans une décharge municipale, mais je mange des trucs pourris. Tout à l'heure, on a rigolé en disant évidemment qu'il a mal au ventre s'il mange des trucs. Mais c'est vrai, il mange des trucs pourris, quoi. Et toi, Rafrizda, maître de la ville, au lieu de m'inviter, tu me laisses manger des trucs pourris. Question suivante. Et pourquoi tu n'as pas de tefilin? Mais parce que je suis un homme malade. Les hommes malades qui ont des problèmes d'indigestion, etc., ils n'ont pas besoin de mettre les tefilin, tu comprends? Non seulement je viens de loin, non seulement je mange dans une décharge, mais je suis malade. Je suis malade, je suis un homme malade. Bon, d'accord, ok. Pour les tefilin, ça va. Mais pourquoi tu n'as pas de tzitzit? Pourquoi je n'ai pas de tzitzit? Parce que le vêtement que je porte, ce n'est pas le mien. Je l'ai emprunté. Et tu sais pourquoi on emprunte des vêtements? Pas parce que ça nous fait plaisir de les emprunter, parce qu'on n'a pas d'argent pour s'en payer des vêtements. Parce que non seulement je viens de loin, non seulement je suis malade, mais en plus je suis pauvre. Tu n'as toujours pas compris l'allusion? C'est comme ça, il me dit Élie, qu'il faut lire l'histoire. C'est qu'il essaie, Rami, de faire comprendre à Frisda qu'il fait fausse route et qu'il est temps qu'il le regarde autrement. Alors je lui dis à Élie, j'ai mis si tu as raison. C'est quoi cette affaire de
de bonhomme qui manque de respect à ses parents et qui vient menotter, qu'est-ce que ça vient rajouter à l'histoire? Pourquoi est-ce que la Gemara a raconté cette histoire-là? Qu'est-ce que cet incident vient rajouter? Il me dit, réfléchis. Je réfléchis, et je lui dis, mais j'ai pas compris. Alors il me dit, regarde. Il me dit, regarde. Cette histoire de gens qui manquent de respect aux parents, elle est là pour qu'on entende ce que Rami répond. Et Rami, qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit, mais regarde, tout n'est pas affaire de justice. Là, par exemple, avec cette histoire de bonhomme qui a manqué de respect aux parents, tu es bien obligé d'être d'accord avec moi, puisque la halakha, elle le dit, une mitzvah positive, où il y a le salaire, où il y a la récompense qui est écrite, ben, le Beddin ne peut pas non plus la juger. Ça veut dire, comment est-ce qu'on dit en hébreu? Zélo shafit, lo akol shafit. Contrairement à ce que disait le juge Aaron Barak, que tout le monde connaît, lo akol shafit, tout n'est pas affaire de justice. Tu ne peux pas tout voir sous l'aune de la justice. Depuis que je suis arrivé à Soura, mon existence, c'est l'existence d'un condamné d'avance, ou alors au moins d'un suspect. Et toi, tu me regardes depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure qu'on est là. Qu'est-ce que tu me regardes? Tu me regardes avec les lunettes d'un juge qui regarde un suspect et qui cherche à le coincer. Et si tu enlevais tes lunettes de juge, et si tu mettais, puisqu'on est la veille de Kippour, les lunettes d'un juif qui regarde un autre juif et qui se demande qu'est-ce que l'autre juif a besoin et qu'est-ce que moi je peux faire pour lui rendre la vie plus claire. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que obliger Rafrizda à comprendre que tout n'est pas une histoire de justice. Et après, je lui demande à Élie, je lui dis, mais alors, quand il répond, je vois que tu es un type rarif, je vois que tu es un type pointu. C'est un compliment ou c'est au contraire une manière agacée de lui dire, oh, je vois que tu es un petit malin? Et Élie me dit, je crois que c'est une manière agacée de lui dire, tu vois, tu es un petit malin. Je lui dis, tu sais quoi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense, et jusqu'à aujourd'hui, je pense, peut-être je me trompe, je pense que là, justement, il faut le lire avec beaucoup d'admiration. C'est-à-dire, là, Rafrizda, finalement, il a compris ce qui se passait. Comme on dit en hébreu, à Simon de Nafal. Là, tout d'un coup, il dit, waouh, mais t'as raison, t'as raison. Avec cette histoire que tout n'est pas une affaire de justice, je commence à comprendre que depuis le début, je fais fausse route. Et que la vérité, j'aurais dû t'inviter. Je vois que tu es quelqu'un de harif, au sens, je vois que tu es quelqu'un de réellement pointu, qui sait dire les choses avec tact. Et Elie me dit, je ne crois pas que tu as raison. Je crois que ça veut dire, c'est intéressant ce que tu dis, mais je pense que ça veut dire au contraire que je vois que tu es quelqu'un de harif. Hein. Bon, là, on était en train de commencer une discussion, mais il se trouve que le prof venait de terminer son cours, et donc Elie était obligé d'aller donner cours à la classe, à la Bachembat, et donc ce qui fait que j'ai pas pu terminer avec lui la discussion. Et puis après, j'ai un petit peu oublié, puis quand je m'en suis rappelé, il était déjà plus de ce monde. Et donc, je ne saurais jamais si j'ai réussi à le convaincre ou pas. Je ne saurais jamais si j'ai réussi à le convaincre ou pas. Mais en tout cas, c'était la grande idée d'Elie. Et à la fin, il me dit, tu comprends pourquoi et il lui dit à la fin, mais tu sais, je me retiens parce que si on avait été chez moi, je t'aurais montré qu'est-ce que c'est que la harifout. J'ai dit pourquoi, que ça veut dire quoi en fait? Il me dit, ça veut dire, c'est quoi la seule chose qu'il aurait pu faire, Rami, si la situation avait été inversée? Si au lieu d'être à Soura, ils étaient maintenant tous à Pompédita, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ben, il aurait pu l'inviter. Il aurait pu l'inviter. Ça, c'est de la harifout. Vous comprenez? La harifout, l'esprit pointu. C'est pas parce que tu connais, tu as étudié la Torah et donc tu as réponse à tout. Ça, c'est pas, ça, c'est la connaissance. Ça, c'est être malin au niveau de être baki, et connaître les trucs et pouvoir s'en servir. Ok, d'accord, c'est de la harifout, de l'étude. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. La vraie harifout, c'est d'être capable de faire la morale à quelqu'un sans lui dire t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça, t'es pas bien. Mais uniquement par l'exemple personnel. Si on avait été chez moi, si la situation avait été inverse, je t'aurais invité, mon vieux. Ça, c'est de la harifout. Je t'aurais montré ce que c'est que la harifout. Ça, c'est de la vraie harifout. Être capable de faire changer quelqu'un d'attitude, de lui faire comprendre où est-ce que c'était pas très clair ce qu'il a fait et qu'il aurait dû faire autrement, sans le lui dire directement, mais en lui montrant comment est-ce qu'on aurait fait autrement. Ça, c'est de la harifout. C'est comme ça qu'il faut éduquer. Et c'est ça, en fait, la grande histoire de cette Sougia. J'ai raconté ça une fois, j'ai raconté donc le chidouche d'Élie, j'ai raconté un bonhomme qui s'appelle Rav Schwartz, Tzvi Schwartz,
un type très bien, un type formidable. Et il me dit, tu sais quoi, maintenant que tu me dis ça, j'ai compris pourquoi au début de la Gemara, écoutez bien, rappelez-vous, au début de la Gemara, je vous ai dit, on ne sait plus très bien comment il s'appelait le père de Rami. Il y a un qui dit qu'il s'appelle Rami, fils de Dat, et l'autre il dit non, son père il s'appelait Palmier. Il me dit maintenant je comprends. Je dis qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Il me dit regarde, la différence entre la date et le palmier. La date c'est le fruit et le palmier c'est l'arbre. Maintenant, la date ça veut dire le côté extérieur de l'arbre, ce que tu vois tout de suite, le fruit. Il me dit, il y a deux manières de juger quelqu'un. Soit tu peux le juger d'après son fruit, soit tu peux le juger d'après l'arbre. Il dit, par exemple, moi, je suis Rosh Hashiva. Il me dit, le Rav Schwartz. Tu vois, je suis Rosh Hashiva. Si je rentre le premier jour à la Yeshiva, et comme d'habitude, je donne à chacun un texte pour voir leur niveau, quoi. Je donne à chacun une page de Gemara à étudier tout seul. Et puis, au bout de 2 heures, j'arrive au Beth Midrash, puis celui-là, il a fait 5 lignes, et l'autre, il a fait 2 pages. Okay, si je dis au type qui a fait 5 lignes, mais dis-moi, franchement, ça fait 2 heures que tu es là, tu aurais pu faire un peu plus. Je regarde l'autre qui a fait 2 pages. Ça veut dire que je l'ai jugé comme une date et non pas comme un arbre. C'est-à-dire, je l'ai jugé uniquement en fonction de ce que je vois tout de suite, c'est l'aspect extérieur. Mais je ne sais rien de lui. Je sais rien de lui. Peut-être que pour lui, 5 lignes, c'est énorme parce qu'il n'a jamais ouvert un texte de sa vie, parce qu'il vient d'une famille très éloignée, parce que je ne sais pas moi. Alors que l'autre, il a fait 2 pages, il aurait pu en faire 10, parce que c'est un type qui est habitué à tout ça. Mais si je juge uniquement d'après le fruit et pas d'après l'arbre, d'après le contexte, alors évidemment que je me trompe à chaque fois. Alors ça veut dire que le père de Rami, il s'appelait sans doute Tamari, mais ce que la Gemara nous dit, on aurait dû l'appeler Dikouli. Parce que Rami est en train de nous montrer qu'on ne peut pas juger quelqu'un uniquement d'après l'aspect extérieur, d'après ce qu'il fait ou comment il est habillé ou ce qu'il est en train. On doit essayer, si vraiment tu veux le juger, si vraiment ton boulot c'est d'être juge, essaie de comprendre le contexte général. Regarde si le type il vient de loin, regarde s'il est malade, regarde s'il est pauvre, inquiète-toi de lui. Et après seulement, tu peux peut-être porter un jugement. Mais pas uniquement parce que tu as vu quelque chose, tu as vu un fruit. Voilà ce qu'il m'a dit le Rav Schwartz. Parce qu'en effet, il se trouve que dans ce texte de Gemara, les noms ont donc de l'importance. Rafrizda s'appelle Rafrizda et c'est pas pour rien. Et le père de Rami s'appelle Dikouli ou Tamari et c'est pas pour rien non plus. En tout cas, quel que soit l'avis que vous avez sur l'explication concernant le nom du père de Rami, ce qui est très important, à ce qu'on se souvienne en cette veille de Kippour, c'est de comprendre que finalement, on a des facilités à se rapprocher d'Hachem pendant Kippour. Parce qu'on est seul vis-à-vis de lui, surtout en ce moment avec le corona, on n'est même pas en général dans les Beth Knesset, donc c'est encore plus simple. Donc on est seul vis-à-vis de lui, nous et notre conscience, nous et notre filote, on a un livre de prière, on a un marzor, on a tout en blanc, on ne mange pas, on ne boit pas, etc. etc. C'est pas si compliqué que ça finalement. Paradoxalement, ce qui est plus compliqué, c'est quand on quitte Kippour, ou la veille de Kippour, c'est-à-dire quand on n'est pas encore dans cette ambiance de Kedusha. Savoir que le fait qu'on a envie de s'approcher du monde de la Kedusha, qu'on a envie de s'élever, qu'on comprenne qu'il y a un danger. Et le danger, c'est qu'à force de vouloir s'élever dans le monde, Ben Adam, la Makom, on finit par oublier l'essentiel, c'est-à-dire régler nos problèmes entre nous, les problèmes humains, les problèmes des relations personnelles. Et que finalement, ça, c'est peut-être encore plus compliqué que de se rapprocher d'Hachem par la tfila. Par la tfila, c'est assez simple finalement, quand on ne mange pas et qu'on ne boit pas. Mais quand on est dans la vie réelle, quand on mange, quand on boit, quand on a des gens en face de nous, c'est peut-être pour ça que le texte nous dira que c'est aussi important de manger la veille de Kippour que de jeûner à Kippour. Parce qu'en fait, finalement, le véritable test pour savoir si on est dans le Derech HaTorah ou pas, c'est comment est-ce qu'on se comporte quand ce n'est pas Kippour. Comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis des autres? Comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on n'est pas uniquement pris par la Kedusha du moment? Et je pense que c'est très important, et c'est peut-être encore plus important aujourd'hui qu'à l'époque, pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas le temps maintenant de développer, mais que vous comprenez chacun, de comprendre pourquoi c'est un message très important, ce message de la Gemara de Choulin. Et donc, j'en profite pour remercier d'abord ceux qui m'ont très gentiment invité, pour remercier donc les gens de Haïfa, pour remercier le CNEF, d'avoir, comme d'habitude, prêté ses moyens pour que ce cours soit diffusé. De remercier Elikan, Zichrono Livracha, de m'avoir appris ce grand chidouche. Et de vous souhaiter à tous Gmar Khatima Tova, qu'on passe un Kippour sympathique et qui nous amène très très haut. Tom Cal. Tom Cal à tous. Il ne me reste plus qu'à remercier Merci beaucoup, Elie. Rav Kling. Et comme le disent les commentaires sur le chat,
Bémet Chazak, en cette veille de Yom Kippourim, de nous avoir donné cet enseignement pour nous renforcer. On se retrouve très bientôt, donc comme je l'ai dit en introduction avec le CNEF, et on retrouvera Elie le veille de Hoshana Rabbah le jeudi 10 octobre à partir de 20h par Zoom aussi pour cette veillée où on transférera les liens. Merci à Katie aussi pour cette soirée. On espère que c'est une des premières et qu'on pourra encore plus développer. Voilà, là on est tous réunis de Jérusalem, Kfar Maïmon, Haïfa, pour être tous ensemble et pour se renforcer tous ensemble. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Gmar Khatima Tova. Et le mot de la fin, à Katie. Ah, non, Gmar Khatima Tova. Non, je voulais dire qu'il y a ici vraiment un assemblage des étudiants, de familles, de jeunes, d'adolescents. Et puis voilà, merci au Rav Eli. Et alors peut-être rendez-vous à Rosh Chodesh Shabbat. Oui, on va en parler tout ça, on va en parler. Merci beaucoup. Nous, on est pour en tout cas. Hein. Si Rivka est pour, alors. Si Rivka est pour, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire contre Alors, Gmar Khatima Tova, Toda Rabba. Gmar Khatima Tova tout le monde. Gmar Khatima Tova. Bye bye. Gmar Khatima Tova.